Je vais aussi, aujourd'hui, bien que je sois surtout philosophe et historienne des sciences, parler de technique. Pourquoi ? Parce que nous avons vu avec les conférences précédentes que la controverse est absolument omniprésente dans l'histoire des sciences et qu'elle est essentielle à l'avancement des sciences, mais dans les techniques, il en va de même. La controverse, au sens où l'a défini Mathias Girel tout à l'heure, la controverse est la règle et non pas l'exception. Et c'est ça qui est important. Si on a pu et on peut encore reprendre l'adage « on n'arrête pas le progrès », si on arrête le progrès, et l'adage « on n'arrête pas le progrès » exprime simplement qu'on a réduit les vaincus des controverses au silence et qu'on les a oubliés, on les a passés dans les oubliettes de l'histoire. Quel est le rôle des historiens ? Eh bien, c'est précisément de sortir les vaincus de l'histoire, d'aller voir ce que disait Pouchet, d'aller voir ce que disaient les vaincus et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Eh bien, dans le domaine des techniques, le stéréotype, il y a toujours des stéréotypes, c'est les ludites, qui est l'emblème de toutes les controverses techniques. Alors, qu'est-ce que c'est que les ludites ? Eh bien, c'est tiré du nom d'un artisan anglais à la fin du XVIIIe siècle qui travaillait dans le textile. On ne sait même pas s'il a existé d'ailleurs, mais enfin, c'est lui qui était le leader, paraît-il. Et il a monté un mouvement social de protestation contre l'introduction des métiers à tisser et des ateliers avec des métiers à tisser. Et ce mouvement a gagné toute l'Angleterre, depuis Nottingham jusqu'au Yorkshire et Lancashire. Et ce mouvement de contestation a vraiment marqué une résistance très forte des artisans qui refusaient de migrer en ville pour aller travailler dans les ateliers et qui ont été jusqu'à briser les machines dans les ateliers. Donc c'est une résistance active, très forte, et ils ont été réprimés très très fortement. Et le mouvement a néanmoins gagné en France, dans les régions textiles, en particulier dans les Cévennes, où il a été très très fort, et où il a été pareillement réprimé dans les années 1820-1830. Et le travail des historiens a consisté à essayer de se demander qu'est-ce que, justement, quels étaient les enjeux de cette protestation, de cette révolte, de cette émeute, et notamment l'historien marxiste anglais Edward Thompson a montré que dans ces mouvements, il y avait eu un refus de la prolétarisation, et il a montré que ça a été essentiel dans la formation de la classe ouvrière en Grande-Bretagne, et ça a été réévalué aussi en France, et par plusieurs historiens qui ont montré que les motivations essentielles et les enjeux de la contestation, c'était vraiment le refus de la mécanisation du travail, du machinisme, et qui allait de pair avec la révolution industrielle. C'était la volonté de garder un travail de qualité, un travail dans lequel l'individu s'exprime et se réalise. Et c'était également une protestation sociale contre la réduction des ouvriers au temps imposé par le patron et le travail dans les usines. Et c'était également une protestation contre tout le mouvement de la révolution industrielle qui a conduit à la production et à la consommation de masse que nous connaissons aujourd'hui, puisque c'est ça qui a vaincu. Et c'est surtout devenu le symbole
de la résistance au diktat du progrès technique. Donc, cette opposition très forte à la révolution industrielle fait qu'aujourd'hui, on appelle néoludites tous les mouvements de protestation violents contre des innovations techniques. Par exemple, les faucheurs volontaires d'OGM, par exemple, les ouvriers qui ont incendié les usines Philips ou C2I Honeywell dans les années 1980, ou aujourd'hui, les gens qui s'en prennent aux antennes de la 5G et qui saccagent les antennes de la 5G. Donc, les ludites, c'est devenu vraiment le symbole du refus du progrès technique. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce refus? Et quels sont les enjeux? Eh bien, c'est ce que je vais essayer d'éclaircir. Un deuxième stéréotype que j'évoque rapidement, parce qu'on en a parlé ce matin, celui-ci plutôt de la résistance passive au progrès technique, ce sont les controverses sur la vaccination. Ces controverses sur la vaccination, elles sont aussi vieilles que les inoculations de vaccins, ce qu'on appelait au XVIIIe siècle les inoculations de la vaccine. Et ces controverses ont commencé donc dès l'introduction de la vaccine par Jenner en Angleterre et en France. Et elles étaient liées, ces controverses, à des cas très concrets où il y a eu des risques consécutifs à des inoculations, ou du moins qu'on a attribué à ces inoculations. Ces controverses ont été réduites au silence au XIXe siècle grâce à des campagnes d'information et des campagnes très très fortes auxquelles Pasteur a beaucoup contribué, et surtout la légende Pasteur a contribué, mais surtout grâce à l'usage des statistiques. C'est-à-dire que chaque fois, aux cas individuels, et on l'a vu récemment avec l'opposition à la vaccination du Covid, contre le Covid plutôt, eh bien, chaque fois, on oppose au cas individuel les statistiques. Donc les statistiques sont l'arme balistique dans ces controverses et c'est très très important et on les utilise pour rétablir la confiance dans la technique de la vaccination. Et bien entendu, cela s'accompagne de mesures juridiques comme l'obligation vaccinale, bien sûr, qui est elle-même un enjeu de controverse et qui va de pair et qui met en cause toute l'alliance très très forte qui existe depuis le XIXe siècle dans nos sociétés entre la médecine et le pouvoir. C'est-à-dire que la médecine est devenue un agent du pouvoir, ce que Michel Foucault a appelé le biopouvoir. Et l'autorité médicale se confond avec l'autorité administrative. Donc on voit déjà sur ces deux exemples qu'il y a beaucoup d'éléments qui se tissent ensemble dans la controverse, dans ces stéréotypes de controverse. Ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer que dans cette controverse, on voit chaque fois apparaître deux visions du public, fort contrastées. C'est ce que j'appellerais, pour faire vite, mais je vais essayer de montrer justement que c'est plus compliqué, chez les technocrates et chez les technocritiques. Chez les technocrates, les néoludites et les anti-vaccins sont traités de conservateurs. Vous voulez vous éclairer à la bougie ou à la lampe à huile. Vous voulez, voilà, vous refusez tout et il n'y a pas à y discuter. Vous êtes un conservateur, vous êtes des Amish, a dit notre cher président il n'y a pas longtemps. Voilà, des Amish nostalgiques, réactionnaires. Le public est jugé ignorant et parce qu'il est ignorant, il est en proie à des peurs irrationnelles et il ne connaît rien, c'est parce qu'il n'y connaît rien et c'est simplement parce qu'il n'y connaît rien. À la limite, il suffirait d'expliquer, disent certains, il suffirait de faire des campagnes d'information
de montrer des courbes statistiques pour convaincre tout le monde qu'il faut aller se vacciner. Et les anti-vaccins ou les néoludites sont considérés comme une menace obscurantiste. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des sciences sociales la technophobia-phobia, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de peur exagérée des réactions du public. Une peur exagérée du public considéré comme des gens qui sont totalement irrationnels, qui sont capables de n'importe quoi, y compris d'aller faucher des champs d'OGM qui ont demandé des années de travail à des chercheurs payés par les contribuables. Chez les technocritiques, en revanche, on a l'idée que le public est constitué de travailleurs et de consommateurs qui sont concernés par ces techniques et qui sont responsables de leur propre santé, responsables de leur propre destin, ou bien que ce sont des citoyens qui défendent leurs droits, ou des citoyens, dans un modèle XVIIIe siècle, éclairés et pris de justice sociale. Donc, ces deux visions très contrastées du public ont créé quelque chose comme une sorte de clivage social, une fracture sociale qu'on a vécue, enfin que moi j'ai ressenti très fort pendant la crise du Covid et qu'on ressent chaque fois qu'il y a une crise avec méfiance à l'égard des techniques. Et comment sortir de ce climat de polarisation de la société? Ou est-ce qu'il y a vraiment une vraie polarisation de la société? Eh bien, c'est à cela que sert l'étude des controverses sur les techniques. C'est-à-dire qu'il faut enquêter sur les arguments des technocrates et des technocritiques, au lieu de les ridiculiser dans l'un et l'autre camp. Non, les prendre au sérieux, les écouter, enquêter et essayer de comprendre. Analyser et contextualiser les controverses, quelles sont les cibles, quelle forme de la contestation, en fonction de quel contexte historique, quel contexte technique, quel contexte politique, à quoi sont associées ces techniques, etc. Et enfin, interpréter les protestations et les contestations dans le cadre général du processus de négociation entre des sociétés et des techniques. Et nous verrons que peut-être qu'il faut se défaire de cette idée d'un monde polarisé. Le passé, donc, a été réévalué par des historiens des sciences et des techniques. Je ne peux pas faire justice à tous, mais je cite ici quelques ouvrages qui sont aujourd'hui essentiellement centrés sur la réévaluation des vaincus de l'histoire, et notamment dans le cas des controverses sanitaires et des controverses climatiques. Ce que je voudrais essayer de faire dans le temps qui m'est imparti, c'est d'examiner trois types de technocritiques, trois types de controverses. C'est une sorte de typologie que je propose. Et il y a eu d'abord des controverses qui ont porté essentiellement sur le machinisme, notamment dans les années 1930, c'est le point culminant de ces controverses, et puis les années d'après Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu des controverses écologiques essentiellement. En particulier, ça commence à la fin des années 60 et 70, et ça continue aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, des controverses, ça évoque le mouvement de déconfinement qu'a évoqué Mathias Girel ce matin, c'est-à-dire qu'on a des controverses de plus en plus globales et qui sont à la fois éco-socio-politiques. Une sorte de mouvement, ça embrasse tout. Voilà. Quand je dis trois types, ça ne veut pas dire que c'est une succession de controverses. Non, parce que les controverses sur le machinisme subsistent aujourd'hui. Ce n'est pas une succession de phases qui dessinerait une sorte de prise de conscience positive, non, progressive, c'est plutôt l'expression
de sensibilités différentes, de réponses à des situations vécues comme problématiques, voire insupportables, mais les trois types de controverses subsistent aujourd'hui. Alors voyons d'abord les controverses sur le machinisme. Bien entendu, l'image la plus symbolique, c'est l'image de Charlie Chaplin dans les temps modernes, qui a vraiment cristallisé cette controverse. Et pourquoi? Parce que ces controverses ont été portées aussi bien par des artistes que par des écrivains, des peintres, des philosophes. En France, je citerai quelques noms: Paul Valéry, Georges Bernanos, Daniel Rops, George Orwell en Angleterre, Aldous Huxley, Arnaud Dandieu, Emmanuel Berle, George Friedman, qui a été sociologue, Simone Weil, Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Louis Mumford aux États-Unis. Et donc c'est en gros des intellectuels. Les gens qui protestent contre le machinisme, ou plutôt qui sont les porte-voix de la protestation contre le machinisme, ce sont des intellectuels. Et ils protestent contre quoi? Eh bien, contre la mécanisation, non seulement de la production dans les usines, mais également la mécanisation de la civilisation. Et ils protestent contre le productivisme dans l'industrie et l'agriculture. C'est le moment où le taylorisme s'est introduit dans les usines, non seulement les usines Ford, mais toutes les usines, et où il a fallu produire le plus possible à l'heure et le moins cher possible. Ils s'opposent au culte de l'efficacité, et ce qui est très très important, ils disent qu'on ne peut pas tout fonder sur la rationalisation de la production. C'est-à-dire cette logique d'ingénieur qui veut rationaliser, réduire les coûts, augmenter la rentabilité, la productivité, eh bien, c'est contre cela qu'ils protestent. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est que ces protestations ne sont ni de droite ni de gauche. Elles sont à la fois de droite et de gauche. En France en particulier, ces protestations sont aussi bien le fait de marxistes qui protestent contre le machinisme et les conditions de travail que de gens comme Emmanuel Berle ou autres qui sont devenus vichistes et qui ont été même, pour certains, collabos. Donc c'est quelque chose qui ne recouvre pas les clivages droite-gauche, qui ne recouvre pas les clivages politiques, et en tout cas qui était aussi présent en URSS que la protestation contre le capitalisme. Alors je citerai quelques noms, comme on est dans le Sud-Ouest, eh bien, notamment deux penseurs du Sud-Ouest, de Bordeaux, deux protestants, Jacques Ellul et Charbonneau, ont été très très symboliques de ce mouvement, puisqu'ils ont vraiment montré que la civilisation technicienne conduisait à complètement mystifier notre rapport à la nature. Soit on considère la nature comme ouverte à toute exploitation, comme une mine de ressources, et on se conduit en prédateur, ou bien on considère la nature comme un loisir du dimanche. Et ils sont contre ces deux propositions. Et surtout, la cible de leur critique, c'est l'autonomie de la technique, le système technicien exalté par la puissance informatique a échappé définitivement à la volonté directionnelle de l'homme. Ce thème de la technique nous échappe, elle échappe à notre contrôle. C'est le thème fameux du golem. Ça nous échappe et on a construit des machines qui deviennent plus performantes que nous, qui nous surpassent, qui nous contrôlent, et c'est plus nous qui les contrôlons. Donc vous voyez qu'il y a une dimension, une question qui porte sur notre rapport
à la machine. Et enfin, il dénonce l'irrationalité et l'irresponsabilité, c'est-à-dire que plus notre puissance machinique augmente, en réalité, plus on devient irrationnel. C'est-à-dire que la rationalisation, finalement, débouche sur des irrationalités, un thème qui sera repris notamment par Ivan Illich. Alors, quels sont les motifs ? Eh bien, j'en donnerai deux. Je cite ici Valéry et Simone Weil, mais il faudra en citer bien d'autres. C'est d'abord un sentiment d'étrangeté face à la machine, de dépossession, d'aliénation, une inquiétude profonde, morale et spirituelle sur la civilisation. Vous connaissez le fameux cri de Paul Valéry, « Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels ». Et de la part de Simone Weil, une indignation, puisqu'elle a travaillé elle-même en usine, une indignation devant l'oppression sociale, les injustices et la condition de travail des ouvriers. Donc, dans ces controverses, il y a à la fois des critiques très rationnelles et des critiques très sensibles qui relèvent de l'empathie. Ces critiques ont été renouvelées après la Deuxième Guerre mondiale par l'événement soudain de Hiroshima. Hiroshima, ça a été perçu comme le début de la fin. Le début de la fin, enfin, le début de quelque chose, le début d'une ère nouvelle. Soit c'est le suicide collectif de l'humanité. Rappelez-vous le fameux cri d'Albert Camus dans Combat le 8 août 1945. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. D'un autre côté, Paul Langevin, qui était pourtant un pacifiste, lui voit dans l'ère atomique, dans l'âge de l'atome, le début d'une ère nouvelle où on va pouvoir avoir de l'énergie gratuite pour rien. Parce que l'énergie, l'atome, il y en a partout et donc on aura de l'énergie gratuite. Donc vous voyez une dramatisation qui a été causée par Hiroshima et cette dramatisation, elle est toujours là, d'abord parce que le risque nucléaire, hélas, est toujours là, et on le voit bien avec la guerre en Ukraine, et parce que toutes ces craintes sont persistantes. Aujourd'hui encore, il y a un sentiment d'oppression, et ce sentiment d'oppression, c'est la révolte contre l'emprise des macrosystèmes. Cette expression de macrosystème qui a été développée par Alain Gras est très très importante. Une impression qu'on est dans la fin des temps, ou dans le temps de la fin, avec le succès aujourd'hui des théories de l'effondrement, des théories du collapse. Il y a même beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'on est dans la fin de la civilisation. À croire que notre civilisation, c'est la civilisation. Elle n'est pas la seule. Donc, il y a vraiment une présence très forte encore de ces théories. Et j'évoquais tout à l'heure Ivan Illich, qui est l'un des porte-parole de ce mouvement de controverse au nom contre la civilisation technicienne, parce qu'il a montré très fortement que le système techno-industriel est contre-productif. Il est contre-productif, il produit l'inverse de ce qu'il espérait produire. Les écoles, les hôpitaux, les systèmes de transport sont des méga-machines et quand il y a des embouteillages, on va moins vite en voiture qu'à pied ou qu'en vélo. Voilà. Donc pour conclure cette partie sur la naissance de la technocritique, qui est un néologisme qui a été forgé par Jean-Pierre Dupuy en 1975 et qui était le titre d'une collection aux éditions du Seuil, pour vous dire que dans les années 75, c'était encore très très fort. Et eh bien, l'idée fondamentale de ces critiques et le thème central de ces controverses, c'est que la technique n'est plus un moyen, elle est devenue une fin.
Il faut faire avancer le progrès technique. Et nous sommes devenus les esclaves du progrès technique, en quelque sorte. Et donc la critique, précisément, c'est une critique de ce renversement. La technique n'est plus considérée comme un moyen pour faire quelque chose, mais elle est considérée comme une fin, d'où le culte de l'innovation, aujourd'hui, qui a fait place à la fois dans le progrès. Le deuxième thème, ce sont les controverses fondées sur une sensibilité écologique. Et ces controverses ont principalement été l'issue d'événements qui se sont produits dans les années 60, les 30 glorieuses, disait-on à l'époque, mais ça grinçait un peu dans les 30 glorieuses, et quand on revisite les 30 glorieuses, eh bien on voit qu'il y a eu des choses qui passaient mal, notamment les marées noires en plein essor de la pétrochimie, les marées noires à Torrey Canyon en 67, la Moco-Cadix en 78, des accidents, Bhopal en 1984, etc. Et les cibles principales des controverses écologiques, elles sont essentiellement trois. Il y en a d'autres, bien sûr, mais je les regroupe pour faire vite. La pétrochimie, avec les marées noires, Bhopal, la pollution de l'air et de l'eau. Et nous sommes en plein dedans aujourd'hui. Le nucléaire, le mouvement nucléaire a été contesté dès le début, dès le 6 août 1945, et il est toujours contesté aujourd'hui. Et enfin, l'agriculture industrielle, avec les pesticides et l'élevage industriel et son cortège de scandales, la vache folle, etc., etc. Donc, qui sont les porteurs de ce mouvement? Eh bien, là, ce ne sont plus seulement des intellectuels. On voit un élargissement de la sphère des gens, des acteurs de la controverse. Il y a beaucoup de scientifiques qui se sont impliqués dans la technocritique, et notamment Rachel Carson, qui était une biologiste marine dans les années 1960 et qui a écrit ce très beau livre qui a eu recours à la fable, au mythe, Silent Spring, le printemps silencieux, pour montrer que le DDT avait tué l'environnement, tué l'océan qu'elle étudiait et tué son objet de recherche. Ce sont Dennis Meadows, qui est l'auteur du rapport Meadows de 1972, et des groupes de réflexion comme le Club de Rome en 1972, donc des sortes de think tanks. Ça s'élargit déjà au milieu politique. Et on est déjà dans l'avènement, dans les années 1970, de ce qu'on appelle le Technology Assessment, c'est-à-dire l'évaluation des techniques par la société et les politiques. Ça a été très fortement soutenu, ce mouvement, par des économistes, notamment Nicolas Georgescu-Röntgen, qui a vraiment porté ce mouvement en montrant que si on continuait le mouvement de la croissance, ce que disait aussi le rapport Meadows, si on continue le mouvement de la croissance à tout prix, eh bien, on va à l'effondrement. Il faut soit stopper la croissance, soit réduire la démographie humaine. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et Nicolas Röntgen, lui, a argumenté sur des bases scientifiques en invoquant la thermodynamique avec l'épuisement naturel des ressources et le recours à la biologie. Donc, René Passé en France a été vraiment le porte-parole de ce mouvement. Il y a eu aussi beaucoup de philosophes, Baudrillard, Edgar Morin, Ivan Illich, que j'ai déjà cité, en Allemagne, enfin plutôt aux États-Unis, puisqu'il avait été forcé d'émigrer, Günther Anders, mais il est revenu en Allemagne, qui a en particulier beaucoup analysé le nucléaire, mais aussi d'autres techniques, et qui a montré que c'était la déshumanisation de l'homme, qu'on était devenu même
prisonniers d'une honte prométhéenne. Nous, humains, on a honte par rapport à la puissance de nos machines et à la puissance de nos techniques. Michel Serres, en France, qui a longuement déclaré que Hiroshima a été la cause de sa philosophie et que les sciences et les techniques, désormais, n'étaient plus du tout maîtrisées et que c'est elles qui nous maîtrisaient. Donc, c'est un mouvement qui est porté par beaucoup. Et comment il se déroule? Eh bien, il se déroule à la fois par des manifestations, des protestations, des écrits notamment de gens qui sont engagés politiquement. Je pense notamment à Al Gore, qui a été vice-président des États-Unis et qui a été candidat malheureux d'ailleurs. En France, René Dumont, qui a été candidat malheureux aussi à la présidence dans les années 70, et surtout le thème de la société du risque. Et ce thème de la société du risque qui a été porté par Ulrike Belk et porte sur l'idée fondamentale que dans les sociétés du risque, finalement, on est comme fasciné par le risque. Ils exhortent la population à monter à bord d'un avion pour lequel aucune piste d'atterrissage n'a été construite à ce jour. C'est-à-dire que plus il y a de risques, plus on y va, en quelque sorte. Donc, les thèmes de cette critique écologique, c'est essentiellement, il faut conserver la nature, parce que la planète a des limites, et donc la nature est à protéger, à conserver. La critique du consumérisme, du gaspillage, de l'irrationalité, de l'obsolescence programmée. Aujourd'hui, ce thème se porte beaucoup sur les plastiques. Alors là, vraiment, c'est une critique qui a gagné les médias comme exemple de déconfinement de la critique. Depuis la naissance des plastiques, dans les années 30, il y a des critiques des plastiques, et notamment des plastiques à usage unique. Personne ne les écoutait. Personne ne les écoutait. Et puis, depuis 20 ans, depuis qu'il y a eu cette image du continent de plastique dans les océans, l'idée d'un 6e continent qui serait fait de plastique, qui est en réalité une soupe de plastique, eh bien, c'est devenu un thème médiatique. Et c'est devenu un enjeu de débat public. L'économie néoclassique, la controverse s'est élargie à toute l'économie néoclassique qui est fondée sur la croissance. Et maintenant, la critique écologique, c'est la décroissance. Et enfin, une critique des sociétés du risque qui privilégie le court-termisme, c'est-à-dire les innovations techniques pour des effets à court terme, ça crée des emplois, ça crée de la prospérité, etc., versus l'idée qu'il y a des conséquences à long terme sur lesquelles on préfère ne pas s'interroger, des conséquences non prévues, des conséquences non intentionnelles, et on fait un vœu d'ignorance sur ces conséquences. On ne préfère pas ne le savoir. C'est une ignorance qui est tantôt volontaire, tantôt involontaire, et voilà. Donc, bilan de ce que nous ont appris ces critiques écologiques, elles nous ont appris justement qu'il faut passer de l'écologie aux politiques. Et je résumerai ça autour du thème de ce livre qui est paru en 1990, l'ouvrage de Michel Serres qui a été un best-seller. Je suis une élève de Michel Serres, alors c'est pour ça qu'évidemment je fais un peu de pub. L'ouvrage de Michel Serres qui est pour un contrat naturel, c'est-à-dire l'idée fondamentale que la nature étant limitée est un partenaire avec lequel on doit jouer. C'en est fini de faire des contrats entre nous, des contrats sociaux comme le contrat de Rousseau ou le contrat de Hobbes, non, et qui excluait la nature de la société. Non, il faut intégrer la nature, se lier à la nature et rétablir nos liens avec la nature. Et dans ce mouvement, on a vu émerger l'idée du vivant comme modèle. Le vivant est devenu
brutalement comme ça depuis les années 90 le modèle à la fois de l'économie, le modèle de la politique, le modèle de l'économie circulaire. Et il faudrait tout recycler, il faudrait... Voilà. Et donc, on a eu une bascule qui fait qu'il y a désormais, il n'y a plus nature-société, non, et tout doit former un cercle. Nous ne faisons plus qu'un avec l'environnement, avec la nature. Donc voilà ce que nous ont appris, et le succès du biomimétisme aujourd'hui, qui est largement un succès magique presque, et parce que les résultats ne sont pas toujours aussi merveilleux qu'on veut bien le dire, eh bien, le biomimétisme est un courant très porteur aujourd'hui dans lequel il y a des investissements importants. Donc, élargissement de la controverse et des thèmes de controverse, c'est ce que j'appelle les controverses éco-socio-politiques qui sont aujourd'hui les plus dominantes. Donc vous voyez comment les enjeux s'enflent à chaque fois, en même temps que les acteurs de la controverse sont de plus en plus nombreux et les citoyens aujourd'hui sont tous impliqués dans ces controverses. Nous sommes tous partie prenante dans ces controverses. Donc qui? Eh bien, les ONG, les chercheurs engagés dans toutes les disciplines, c'est ça qui est important, toutes les disciplines, les chercheurs des sciences de la terre, de l'écologie, de l'agronomie, la biologie marine, les STS, c'est-à-dire l'étude des sciences techniques et sociétés, qui ont joué un rôle très très important en tant que participants dans les programmes de recherche, les sciences politiques, etc. Les journalistes jouent un rôle de plus en plus important dans ces controverses, notamment les journalistes d'investigation, qui sont eux-mêmes des gens qui révèlent des scandales et des affaires, et beaucoup de jeunes, notamment Jeunes pour le climat et les Scientists Rebellion. Quelles sont les cibles? Eh bien, essentiellement, ce que j'appelle le régime technoscientifique, c'est-à-dire les conditions de la recherche aujourd'hui, c'est-à-dire des conditions de recherche qui sont inspirés par des programmes de recherche au service de l'économie, notamment depuis l'agenda de Lisbonne dans les années 2000, science au service de la compétition économique, avec le scandale des manipulations par des lobbies industriels qui entretiennent le doute dans le temps. Et un autre thème majeur, ça a été les bio-nanotechnologies, les scandales sanitaires, l'amiante, la vache folle, etc. Et maintenant, le capitalisme néolibéral, la financiarisation de l'économie, qui est un des thèmes majeurs. Pourquoi? Eh bien, pourquoi ces controverses enflent? À cause de l'urgence écologique. Et ce sentiment d'urgence crée une indignation. On est passé vraiment de la critique maintenant à l'indignation. C'est insupportable, ça suffit, on n'en peut plus. Face notamment aux marchands de doute qu'on a évoqués ce matin, c'est-à-dire ces lobbies industriels qui ont fait exprès d'entretenir des incertitudes sur le rapport entre consommation du tabac et probabilité d'avoir le cancer, ou entre la production de pétrole et de produits pétroliers et le réchauffement climatique, et en même temps une sorte de indignation aussi, notamment aujourd'hui, chez ces jeunes, comme les jeunes d'AgroParisTech, ou les Scientists in Rebellion, qui travaillent sur l'écologie, qui travaillent sur les problèmes et qui se révoltent parce que, malgré les rapports du GIEC, les politiques ne prennent pas des mesures à la hauteur de la situation. Et ce sentiment d'indignation est quelque chose aujourd'hui très fort, porté par les jeunes générations. Enfin, un certain scepticisme désabusant devant les mesures politiques de la Commission européenne qui consistent essentiellement à lancer des slogans comme les objectifs de développement durable ou comme Responsible Research and Innovation
pour créer du consensus, ce qu'on appelle des mots étendards, des buzzwords, ou transition énergétique, transition écologique. Ça ne veut rien dire, transition écologique. On sait très bien que quand une nouvelle source d'énergie arrive, eh bien, elle ne chasse pas les précédentes, elle ne fait qu'augmenter notre consommation d'énergie. Donc, ils ont des propositions, les technocritiques de cet ordre, engager toujours plus le public dans les choix scientifiques et technologiques, prendre des mesures politiques et pour en finir avec le solutionnisme technologique, ne pas croire que les OGM ou l'intelligence artificielle ou la géo-ingénierie ou la bioéconomie va résoudre tous les problèmes. Non, il faut des mesures politiques, il faut du courage politique pour faire face à l'urgence écologique, promouvoir des savoirs situés, notamment prendre en compte les théories des peuples autochtones, des non-académiques, parce qu'ils ont l'expérience. Écoutez les infirmières, écoutez dans les cas de crise comme le Covid, écoutez les travailleurs de la santé, et pas que les experts convoqués par le président. Habiliter, enfin, la proposition principale, en finir avec l'objectif de se rendre maître et possesseur de la nature, et en finir avec l'anthropocentrisme. Donc, quel est l'impact de ces trois vagues de controverses qui, je le répète, s'accumulent, hein? Eh bien, les controverses sur le machinisme nous ont appris que la technique, c'est un fait de civilisation. Et elles nous ont enseigné cette notion fondamentale de culture technique, c'est-à-dire dépasser l'idée qu'il suffit d'informer pour que les gens adhèrent. Non. On vit dans une culture technique et il faut avoir toutes les dimensions de cette culture. La controverse sur l'écologie nous a appris qu'il y a des mesures politiques, notamment les politiques de protection face aux risques, et il y a eu des progrès qui ont été faits dans ce sens, des réglementations. Et la controverse socio-éco-politique nous a appris que technique et climat sont au centre du débat public et que pour faire face à ce débat public aujourd'hui, il faut non seulement que les citoyens aient une voix, c'est-à-dire aient droit à la parole, mais qu'ils fassent partie des comités d'experts, ce que de plus en plus les organismes internationaux intègrent. Et les mesures politiques sont à la traîne. Donc, conclusion, les leçons à tirer des controverses me semblent être, premièrement, qu'il n'y a pas de science ni de technique neutre. Il y a toujours des valeurs et des visions du monde embarquées dans toute technique et dans toute science. Et ces valeurs installent des relations de domination. Donc il y a des rapports politiques qui s'installent. Une controverse traduit des conflits de valeurs ou de vision du monde et n'est pas le résultat d'une simple ignorance du public. Et que peut-être, pour sortir de la polarisation de la société que j'ai mentionnée au tout début, eh bien, il faut essayer de remplacer la méfiance du public à l'égard des techniques par une défiance, c'est-à-dire passer de l'idée du soupçon, de la dénonciation, comme les théories du complot, hein, ou de la disqualification, à interpeller les scientifiques, leur poser des questions, leur demander pourquoi ils font ça, leurs intérêts, quelles sont leurs motivations et comment se fabrique la science de manière réaliste. Voilà, je vous remercie de votre attention.